Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. J'en profite pour vous inviter à faire un tour sur notre site internet. Nous venons de sortir des modèles pour refaire votre CV, mais également un tableau pour vous accompagner dans la préparation de vos entretiens annuels. Tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jimmy Ababou, avocat en droit économique. Après plusieurs années d'expérience dans des cabinets de renom tels que Gouache et Kramer, Jimmy a évolué dans sa dernière collaboration chez EY. Il n'a pas eu peur de changer de cabinet lorsqu'il avait fait le tour de son apprentissage ou lorsqu'une occasion intéressante s'est proposée. Ainsi, Jimmy nous livre un retour d'expérience très précieux sur les processus de recrutement, la posture à adopter pour rendre l'entretien interactif et intégrer les associés dans une discussion plus que dans une démonstration de force. Jimmy a également fait l'expérience d'une collaboration dite en CDD, entre guillemets, pour un remplacement maternité. Il nous fait part de la façon dont il a opéré pour trouver sa place au sein d'un collectif déjà bien établi. Au-delà de son parcours, Jimmy revient sur des sujets qui sont pour les avocats essentiels aujourd'hui. Comment maintenir un équilibre de vie professionnelle et personnelle, l'importance de la formation continue, sa vision du management que chaque avocat apprend sur le tas, mais qui doit être guidé coûte que coûte par de la bienveillance, et enfin la rétention des collaborateurs dans un environnement très exigeant. Je vous laisse sur ces paroles et je vous souhaite une bonne écoute. Jimmy ? Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans le podcast. Merci à toi. Je commence toujours de la même façon. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocat ? Écoute, ça part d'une petite anecdote. En fait, j'avais 10 ans, j'étais en voiture avec ma mère et on était coincés derrière des éboueurs. Et tout simplement, je demande maman, est-ce que c'est bien le travail d'éboueur ? Et elle me dit, écoute, c'est un peu ingrat, c'est pas forcément très noble. Et on passe en revue en fait tous les métiers, ingénieur, architecte, docteur, avocat. Et en fait, j'étais à l'époque délégué de classe. Et au final, c'est un peu devenu une vocation. Je me suis dit, ok, je vais devenir avocat. Et en fait, j'ai suivi toute la voie pour devenir avocat, du début jusqu'à la fin, très tôt, ouais. Ok, et t'as fait... ça a été quoi ton parcours, tu vois, à la fac, même en stage, et derrière, comment t'as pu choisir la façon dont tu veux l'exercer, dont tu l'exerces aujourd'hui, mais aussi et surtout ta spécialité ? Alors, moi, en fait, à la fac, au départ, je voulais faire une licence de droit et d'économie. Malheureusement, moi, j'habitais à Joinville-le-Pont, donc à la Sorbonne, c'était un peu compliqué d'y aller avec APB. Et en fait, je me suis retrouvé à la fac de Créteil, mais dans ma scolarité, j'ai jamais voulu m'arrêter à une seule chose. J'ai toujours voulu en faire en plusieurs. Donc, en fait, j'ai fait un diplôme universitaire de juriste international anglais, là-bas, qui venait d'être créé. Et en fait, ça m'évitait les 2 heures d'anglais Brian is in the kitchen qui sont pas forcément super intéressantes en fac de droit. Et j'avais vraiment du droit common law très appliqué, ce qui était super intéressant. Et en fait, j'ai toujours aussi voulu un peu partir à l'étranger. Donc en Master 1, mon premier semestre, je l'ai fait à Milan, à la Bocconi, en droit européen et international des affaires. Donc j'ai eu vraiment de la chance en fait, de partir là-bas. C'était à travers 8 universités et c'est ce qui m'a permis aussi de parler un peu italien, d'apprendre aussi l'italien. Et en fait, ce côté un peu international qui n'était pas forcément louable en première année de master, parce qu'il y a certaines matières qu'on a besoin de connaître, qu'on a besoin d'étudier. Au final, je suis revenu avec une très bonne moyenne. Mon deuxième semestre de Master 1, j'ai eu une très bonne moyenne aussi. C'est ce qui m'a permis en fait de on va dire, passer un petit cap. Donc en Master 2, j'ai fait mon Master 2 à Assas, en droit européen des affaires, qui est maintenant dirigé par Emmanuel Claudel. Avant, c'était Louis Vogel. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis un peu rendu compte que le droit européen des affaires, c'était un mot un peu générique et qu'en fait, c'était plutôt du droit de la concurrence, du droit de la distribution. Et c'est ce qui m'a permis, au final, d'avoir l'envie de faire un peu du droit des affaires, mais un peu appliqué côté économie. Donc en fait, cette licence de droit et économie que je n'ai pas fait, je l'ai un peu rattrapée avec mon Master 2. Et surtout, tu le prends avec plus de recul, mais du coup, tu vois, tu disais que c'était un terme un peu générique, on y mettait un peu de tout, un peu de rien.
Concrètement, comment tu fais le tri, comment tu te surspécialises encore, comment tu vas un peu chercher l'info et comment tu trouves justement, même ne serait-ce que ton premier cabinet, comment tu fais un peu le tri dans les informations qui arrivent à toi ou qui arrivent pas, parce que généralement les infos arrivent très mal, surtout pour les débuts de carrière. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est principalement une question de choix. Ça veut dire que, par exemple, en termes de stage de Master 2, j'avais le choix, par exemple, de le faire en cabinet d'avocat, comme la plupart des gens. Et en fait, j'ai préféré, comme je savais que je voulais devenir avocat, capitaliser un peu sur cette année pour faire en fait, voir le côté un peu institutionnel. J'ai fait mon stage de Master 2 à la Commission européenne, à la DG Comp, en service des contrôles et concentrations en produits pharmaceutiques et services financiers. Et c'est ce qui m'a permis un peu de voir le côté un peu institutionnel avant de m'orienter et d'aller en cabinet. Moi, cette année-là, j'avais passé mon barreau, je ne l'ai pas eu. Donc, en fait, je me suis retrouvé à me dire, ok, année blanche, mais pas une année improductive. Donc en fait, j'ai fait un stage dans un cabinet assez généraliste en droit des affaires, donc pour voir un peu le côté procédure, droit des affaires, mais pas appliqué au droit de la concurrence, au droit de la distribution, ce qui au final m'a plu énormément. Mais pour garder un peu de cohérence avec mon Master 2, j'ai fait mon stage dans un cabinet plutôt concurrence, distribution. Ok. Et derrière, du coup, tu repasses le barreau, que tu suis tout le cursus un petit peu classique de l'école d'avocat. Tu as vu du coup les différentes matières du droit économique. Il y en a des diverses et variées, on le voit. Enfin, il y en a qui sont au niveau plutôt européen. Et puis en fait, dans le droit économique, il y a des sujets qui sont très franco-français aussi, qui s'appliquent à des entreprises plus ou moins grandes ou petites. Enfin, t'en parleras mieux que moi. Comment tu te dis, je vais sur l'un ou sur l'autre? Est-ce que c'est l'occasion de ta première collaboration qui t'a mis dans un des domaines ou t'es resté juste focus en fait sur ce que t'avais déterminé au départ? Comment t'arrives sur ton premier cabinet et ton premier choix quoi finalement? À la fin de mon cursus à l'EFB, j'avais fini mon stage final et c'était un peu pendant la période du Covid. Donc je me suis dit que la chance de faire du droit de la distribution, du droit des affaires en général, du droit de la concurrence, c'est de pouvoir un peu voir plusieurs matières et essayer d'exercer dans l'une d'entre elles. Et donc j'ai eu la chance de commencer en fait ma première collab en droit de la franchise, en droit de la distribution. Et donc en fait, principalement faire du conseil. Donc, pas mal de structuration de réseaux de distribution, pas mal de structuration de réseaux de franchise, de réseaux de licence de marque, beaucoup de maintenance aussi. Et cette première expérience, elle a été un peu, on va dire, je suis un peu resté sur ma faim en termes de contentieux, parce que les contentieux n'étaient pas forcément donnés prioritairement aux juniors et aux premières années, mais plutôt aux gens qui avaient un peu plus de seniorité. Donc j'ai voulu, après cette première expérience-là, m'orienter sur un cabinet un peu plus concurrence, un peu plus gros droit de la concurrence, abus de position dominante, entente, contrôle des concentrations, en me disant, ok, c'est ce que j'ai fait en Master 2, c'est ce que j'ai fait pendant mes stages. Faut rester un peu cohérent avec son parcours. Et au final, c'est ce que j'avais fait pendant ma deuxième expérience. Et comment tu vois sur cette deuxième expérience, comment tu fais pour trouver? Est-ce qu'on vient à toi et on te dit, voilà, il y a cette opportunité? Est-ce que tu arrives à déterminer le ou les cabinets qui ont ces matières qui t'intéressent et donc tu fais tout pour y aller en allant les prospecter, si je puis dire? Comment ça s'organise? Et derrière, comment, en n'ayant pas cette expérience-là, même si tu étais encore très junior au bout d'un an, tu arrives à te vendre, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, c'est un peu le sujet, auprès de ce cabinet? On le disait avant d'allumer ces micros que il fallait bien préparer ses entretiens. Moi, je le répète hyper régulièrement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, sur la première question, sur comment en fait on trouve le cabinet qui nous correspond, je pense qu'il y a une manière assez active et une manière assez passive, dans le sens où activement, en fait, on ouvre LinkedIn, on ouvre Village de la Justice, on ouvre tous les Welcome to the Jungle, tous les sites qui en fait répertorient des offres et après on fait le tri. C'est un travail, on bosse pour essayer de trouver un cabinet qui nous plaît. Et après, passivement, il y a aussi des cabinets de recrutement qui peuvent nous appeler. Parfois, on a de la chance quand on est assez junior, à moins de 3 ans, ils nous appellent parce qu'il y a une place qui se libère et que, en fait, on a un parcours qui est assez compatible avec le cabinet.
Et sur la deuxième question, sur la préparation de l'entretien, en fait, je pense il faut pas mal s'écouter, dans le sens où moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez curieux, je suis quelqu'un d'assez dans l'initiative. Et donc, par exemple, pour mon second cabinet, pour mon deuxième cabinet, pour préparer mon entretien, bah, en fait, j'ai ouvert Doctrine. Je suis parti taper le nom de l'associé dans la barre de recherche. J'ai vu les dernières décisions qui sont intervenues. Et en fait, bah, je les ai analysées comme quand on fait un commentaire d'arrêt, de la même chose. Et je suis parti voir quels arguments ont prospéré, quels arguments n'ont pas prospéré. Et en fait, à un certain moment où moi j'avais eu de la chance quand j'ai rencontré ma deuxième équipe, ils m'ont reçu à 4, un peu en réunion nord-coréenne. Et en fait, l'entretien, qui était un entretien un peu sur moi au début, quand ils ont compris que j'étais quelqu'un qui était assez curieux et qui avait compris un peu leur activité et mon rôle que je devais avoir dans l'entreprise, peut-être on en parlera après, dans le cabinet, en fait, je leur ai posé la question, ok, j'ai vu cet arrêt qui est intervenu, cette décision qui est intervenue, vous avez utilisé cet argument, c'est celui-ci qui a prospéré, en fait, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Et la réponse que j'ai en fait adorée, ils m'ont dit, nous, quand on décide d'une stratégie, on la décide tous ensemble, de manière horizontale, associés, collab, stagiaires. Et il s'est avéré qu'en fait, un des stagiaires qui était là, et il a dit, mais en fait, est-ce que cette activité-là, c'est une prestation de service? Est-ce que c'est une prestation de service? Et en fait, on n'était jamais remonté aussi haut. Et en montant aussi haut, c'est ce qui a permis d'utiliser cet argument et au final, de changer un peu le cours de la jurisprudence. Ok. Et du coup, si je reviens sur le côté entretien, tu fais quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que tu renverses un peu pas le pouvoir, mais oui, le poids quand même de cet entretien. Au début, on est surtout, on te pose des questions, on veut te découvrir, et en fait, en montrant que tu t'es intéressé, mais vraiment en allant creuser, même si en fait c'est pas très long, il faut juste faire ce travail, ça a complètement changé l'équilibre de cet échange, et ils étaient plus dans une analyse de ton profil, mais un échange constructif, comme si vous étiez sur un dossier en fait en temps réel et que tu bossais déjà dans le cabinet, quoi. Voilà, exactement. En fait, je pense que c'est ce qu'il faut montrer en entretien, c'est que on a de la valeur, on peut se trouver comme étant un membre à part entière d'une équipe qui a ses qualités et qui a aussi ses défauts, mais je pense que c'est très tôt qu'on doit le montrer et le faire savoir justement capitalisant sur nos qualités. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de touche à tout, j'essaie d'être un peu un couteau suisse du droit en général, et je savais que c'était la bonne manière de faire. Chacun a sa manière d'aborder les entretiens, mais je pense que être assez proactif dans sa manière de l'aborder, c'est aussi mettre les chances de son côté. Ouais, ça permet d'orienter aussi où tu as envie l'échange dans la mesure du possible et en fonction des associés en face. On va revenir sur la façon dont tu procèdes en entretien. Il y en a eu d'autres. Mais sur cette expérience-là, si je me plante pas, tu as été sous une forme de... Alors, CDD, c'est pas un CDD parce qu'on est collaborateur libéral, mais en tout cas, tu venais faire un remplacement de congé maternité. Comment on appréhende une arrivée dans une équipe en sachant qu'on n'y est pas pour très longtemps tout en déjà arriver dans une équipe, c'est pas évident, il faut s'intégrer, d'autant plus quand on sait qu'à la base on est censé y rester je sais pas, peut-être 6-8 mois, je sais pas combien de temps c'était prévu au départ. Alors au départ c'était prévu pour 6 mois. Moi j'étais arrivé au mois de novembre ou fin du mois d'octobre, juste avant que la collab senior parte en congé mat, et en fait il faut l'appréhender un peu avec beaucoup d'espoir. Mais en même temps, il faut savoir quel est son rôle. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'était d'apporter de ma force de frappe, entre guillemets, et pouvoir faire en sorte que l'équipe ne soit pas submergée par les dossiers, que je puisse bosser du mieux que je peux, pas forcément compter les heures en général, et en fait, juste apporter... être un peu comme de la main-d'œuvre, mais quand on est dans un collab un peu junior, mais le côté un peu espoir, c'est de dire ok, si je bosse bien, peut-être qu'on va réussir à trouver en moi un atout, une personne qu'on a envie de garder, et donc au final, ce côté un peu espoir, c'est de se dire ok, peut-être ce CDD qui a durée déterminée se transformera en un contrat à durée indéterminée.
Et ça, on en discute régulièrement avec l'associé. Il n'en discute pas nécessairement, mais on provoque les discussions. Comment tu te places, et même vis-à-vis de l'équipe, en réalité, s'intégrer dans quelque chose où on sait qu'il y a une fin. Comment t'as appréhendé cette chose-là? Je pense que en général, dans toutes les expériences, il faut faire preuve de transparence en fait avec l'associé avec qui on travaille. Et donc se dire, ok, bah, on se regarde droit dans les yeux tous les deux, on va pas se bullshiter entre guillemets. Et en fait, bah ok, moi je suis censé être là pour 6 mois, mais par contre, voilà, on va faire un point tous les 2 mois ou à mi-chemin pour savoir si bah, ça se passe bien, si ce que je pourrais améliorer, ce que je fais bien, ce que je pourrais faire mieux. Et voir aussi bah, s'il y a des chances pour que je reste. Et, euh, et au final, si on se met un peu à la place des associés de cabinet, il y a aussi une grande partie chiffres et budget qui rentre en jeu. Donc un collab, ça a un coût X, il faut savoir s'il rapporte tant, savoir si on arrive à l'amortir, si on arrive à avoir assez de dossiers. En même temps, un nouveau collab qui vient d'arriver, bah, faut l'encadrer, faut être avec lui, sans forcément trop le micromanager, parce que sinon, bah, c'est trop chronophage pour soi. Donc il y a un côté où quand on aborde ce type de relations-là, qui sont censées être à durée déterminée, faut avoir la capacité bah, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est comme un commercial en fait, c'est qu'est-ce que l'autre veut entendre, plus ou moins. Et après, derrière, pour valoriser son profil, il faut dire bah, ok, moi je suis à même de pouvoir faire les efforts pour pouvoir rester. Maintenant, voilà, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, hein, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des points entre guillemets à mi-chemin, tous les 2 mois, pour en fait anticiper la fin du contrat qui s'arrête un peu de manière brutale. Et finalement, le côté faire un point à mi-chemin ou tous les 2 mois, je pense que ce soit un contrat déterminé dans la durée ou pas, il doit avoir lieu. C'est un peu rarement le cas en cabinet. Quelle est la différence que tu vois, ou les différences, parce que tu as fait un cabinet, on va dire à taille humaine, un cabinet international, tu as été aussi dans un cabinet, un big. C'est quoi les principales différences dans ton exercice de la profession d'avocat sur ces matières? Je pense que la manière d'exercer, elle diffère un peu en fonction de la taille de la structure. Je m'explique. Dans un petit cabinet, on est à même de pouvoir connaître les dossiers un peu des autres personnes. En fait, tout se sait. On sait comment lui travaille, comment lui fonctionne. Et donc, en fait, il faut, je pense qu'il faut savoir ce qui nous va. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire 3 expériences totalement différentes, un petit cabinet, un en cabinet en taille moyenne et un en big. Et je pense que euh, chaque structure a un peu ses qualités et ses défauts. Ça, c'est un peu la réponse un peu générique. Euh, non, bah, la petite structure, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut apprendre rapidement. On passe, à mon avis, vite en front sur les dossiers, sauf si on a un associé qui fait un peu de la chasse gardée. Les cabinets de taille moyenne, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir certaines, déjà au départ, hein, certaines synergies entre les départements. Donc, par exemple, quand on travaille dans un département, et on peut, par exemple, travailler en collaboration avec, si on est en concurrence, on travaille avec l'équipe M&A, on s'occupe, par exemple, de faire le volet contrôle des concentrations et s'occupe de faire le côté deal, SPA, etc. Donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, eux voient des choses que nous, on ne voit pas. Et après, sur le big, je pense que il faut pas avoir peur pour aller là-bas et pour rester là-bas, il faut pas avoir peur de la machine. C'est-à-dire que en fait, un collaborateur là-bas, il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'il puisse euh, monter en compétences rapidement, s'adapter aussi à comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce que ça fonctionne, qui est à l'impulsion de quel dossier, et exactement. Voilà, c'est très politique là-bas. Donc en fait, ça plaît et ça peut ne pas plaire. Et ça, tu vois, tu disais que tu avais eu l'expérience de pas mal d'entretiens. Est-ce que c'est des choses que tu avais perçues
justement au cours de ces entretiens-là? Est-ce que c'est des choses, il faut les vivre pour le voir et en fait, y a rien qui est à anticiper ou est-ce que, ou à l'inverse, en réalité, on sait où on met les pieds dès le départ ou si on le sait pas, c'est on s'est mis des œillères, quoi. Alors, je pense que pour le savoir, faut le trouver. C'est-à-dire que moi, d'intégrer un cabinet ou de passer un entretien, je vais me renseigner. Soit par les personnes qui sont déjà sur place, voilà, un petit message sur LinkedIn, salut, je sais que tu es dans tel département, dans le cabinet, qu'est-ce que tu penses de l'équipe, qu'est-ce que tu penses du cabinet, c'est quoi ton ressenti global sur l'ambiance. Et après aussi, ça peut être un cas de se renseigner auprès de personnes qui sont parties du cabinet, soit volontairement, via une démission, soit involontairement, entre guillemets, via une rupture de contrat de collaboration. Et ça permet en fait d'avoir, comme sur les avis Google, c'est la même chose, un avis négatif et un avis positif, et après derrière on fait sa moyenne. Donc ça permet aussi de ne pas aller à certains endroits où on n'a pas envie d'aller, mais en fait si on ne prend pas ces avis externes, bah, on y va et on est malheureux. Ok, donc ne pas, enfin moi je suis convaincue, mais ne pas hésiter à envoyer des messages et au pire en fait on n'aura juste pas de réponse et au mieux un retour franc et gagner un peu de temps, 6 mois, 1 an, plutôt que d'aller dans un cabinet dans lequel il n'y a pas d'alignement on va dire de valeur ou de fonctionnement avec soi-même quoi. Et tu vois, au bout de... t'es troisième année d'expérience, hein. Donc, c'est quoi les aspirations d'un collaborateur qui a donc plus de 3 ans d'expérience dans tes matières, qui a eu justement l'expérience de différents types de cabinets, de différents types de formations, de management, etc. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, de ta collaboration, de ta formation par des associés ou en tout cas par les personnes qui sont dans ton équipe et même des responsabilités ou non qu'on peut te donner? Bah, je pense qu'il y a un côté où, à ce stade-là, où on nous demande de faire preuve un peu d'autonomie, même voire beaucoup d'autonomie. On nous attend au tournant sur certains sujets de droit qu'on est censé maîtriser, donc de par nos précédentes expériences ou par notre scolarité en général. Et après, il y a un côté aussi où quelqu'un de troisième année, il va bientôt passer en cinquième année si on prend la structure générale des cabinets, des gros cabinets. Donc en fait, il va devenir un peu senior mais middle. Et donc quelqu'un de middle, il doit savoir un peu manager. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que on ne nous l'apprend pas. Donc c'est à nous de faire un peu la part des choses avec les mauvaises expériences qu'on a peut-être pu avoir au préalable. Et en fait, c'est un peu en fait prendre les mauvais exemples pour ne plus les refaire. C'est en fait on s'auto-éduque sur le management. C'est quoi les principales choses que tu mettras en place alors sur lesquelles tu as eu des sujets, on va dire, et tu te dis alors ça, c'est sur ma liste numéro 1, on va essayer de faire de contrecarrer en mettant ça en place, etc. Je pense qu'en fait, il faut prendre un stylo, écrire sur un post-it le mot bienveillance et se le coller sur le front et se regarder dans le miroir le matin avant de se lever. Non, je pense que il y a un côté où il faut comprendre qu'on était à leur place. Si par exemple on va staffer un stagiaire, il faut savoir qu'on était à leur place et que en fait, il y a 3 ans, 4 ans, quand quelqu'un il me donnait une problématique que lui en fait il a l'habitude de la traiter et qui vient et qui me dit ok, je veux que tu cherches ça là-dessus, moi j'étais perdu. Et justement en fait il faut se dire ok, peut-être cette personne est perdue, peut-être. Et peut-être que moi, comme j'ai pas osé à certains moments d'aller voir le collab qui m'a staffé, ouais, écoute, tu peux me réexpliquer ou en fait, c'est outre le côté un peu bienveillance qui implique de l'empathie, il y a un côté où il faut communiquer et être transparent dans la communication et pas juger, pas s'énerver et se dire ok, en fait, si je m'énerve, je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Donc ok, on va faire les choses ensemble. Et en fait, tu vas prendre confiance, quoi. Comme j'ai pu prendre confiance.
Et à l'inverse, tu vois, tu as eu des bons exemples de management, des choses qui ont été concrètement mises en place, que ce soit dans ton quotidien ou de manière hebdomadaire, mensuelle, enfin peu importe, et qui vraiment ont fonctionné et qui te font dire, bah voilà, qui sont aussi des arguments pour faire rester des collaborateurs dans un cabinet, quoi. Bah, je pense que c'est la possibilité de pouvoir toquer à la porte de son associé à n'importe quel moment quand on est bloqué. Et de pas se dire, bah ok, ok, il faut que ça sorte ce soir, mais en fait, bah là, je suis bloqué parce que j'ose pas aller le voir, ou en fait, j'ose pas, quoi. Et en fait, non, il faut arriver et avoir la possibilité de trouver un environnement qui permet d'aller toquer à la porte. Salut, voilà, je bloque là-dessus. Est-ce qu'on peut en discuter Et en fait, c'est cette vue d'ensemble que les personnes avec plus d'expérience que nous ont et que nous, en fait, on doit en profiter pour pouvoir justement acquérir cette vue d'ensemble et pouvoir après, derrière, la transmettre aux personnes avec qui on va travailler. Ouais, transmission et porte ouverte, en tout cas, de l'associé. C'est ça. Ok. Comment tu as appréhendé, on disait, tu as fait 3 cabinets depuis le début de ta collaboration. Ça peut souvent être un stress ou une peur pour des collaborateurs de changer régulièrement pour des raisons qui sont diverses et variées, on en a parlé avant. Pour autant, ça reste une collaboration libérale et donc en fait, changer de cabinet, ça ne devrait pas être si surprenant que ça. Et puis, il y a plein de facteurs extérieurs. Il n'empêche qu'en entretien, ça peut faire peur à des associés ou directement avant même de postuler. Moi, je l'entends régulièrement quand j'échange avec des collaborateurs. Ça peut faire peur aussi aux collaborateurs de partir d'un cabinet, entre guillemets, trop vite, dans ce qu'on entend trop vite dans notre esprit. Comment toi, tu as appréhendé ça et comment justement, quand tes différents entretiens, tu as l'impression que ça a été perçu par des recruteurs, par des cabinets qui étaient en train de te faire passer dans l'entretien? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur déjà de partir d'un cabinet où on n'est pas forcément bien, où on se sent par exemple stagné, où on se sent pas forcément valorisé. Et ça, je pense que c'est difficile à mettre en place dans sa tête, principalement. Et après, en fait, le changement, même en général, hein, ça fait peur. Et c'est la peur parfois de pas retrouver un cabinet, de trouver un cabinet en fait au final qui était, enfin l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Donc, et pour ça, en fait, je pense il faut savoir rester confiant envers soi-même, enfin, garder la confiance. Et après, ne pas se dévaloriser. C'est important si on veut changer de cabinet et aller dans un autre cabinet, de se poser seul avec soi-même, pas avec les autres, seul avec soi-même, faire un petit tableau. C'est quoi mes pour, c'est quoi mes contre, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts. Ok, c'est quoi sur ce dont je dois travailler, c'est quoi ce dont je dois améliorer, parce qu'en fait mes qualités je dois forcément les améliorer pour en fait gagner un peu en valeur. Et après, une fois qu'on a ça, tu as l'impression que du coup, cette confiance, ou en tout cas, cette connaissance de soi-même, elle transparaît plus au cours des entretiens que tu as pu avoir, toi, avec des cabinets? Oui, je pense que les cabinets qui arrivent à comprendre qu'on se connaît, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on vaut, ils savent exactement plus ou moins si ça leur va ou ça leur va pas. Et donc, en fait, le match, il se fait plus ou moins rapidement. Et je pense aussi qu'il y a un côté où partir d'un cabinet, il faut avoir une justification. Ça veut dire que demain, si on part 3 fois d'un cabinet, ça peut être vu un peu de manière, d'un mauvais œil de la part des recruteurs, de la part des associés qui veulent nous recruter. Parce que ça peut dire, en fait, il n'est pas capable de rester dans un cabinet assez longtemps pour pouvoir faire ses marques. Ça peut dire, en fait, il y a beaucoup de justifications qui font que s'il n'y a pas de transparence sur les raisons de la justification, sur les raisons en fait du départ, en fait, on peut s'en imaginer et au final dévaloriser un peu la personne qui souhaite changer. Donc désamorcer dès le départ. C'est ça. Ok, très clair. Et qu'est-ce que, une fois qu'on a dit ça, que du coup tu te poses les questions de ce dont tu as envie, etc., qu'est-ce qu'un avocat de ta seniorité a envie, de quoi tu as besoin justement dans un cabinet? T'es demandeur de quoi après plusieurs années d'expérience? C'est une question que j'aime bien poser parce que les associés parfois se posent justement la question qu'est-ce qu'on doit apporter concrètement à des collaborateurs?
Alors je pense il y a un côté où un collaborateur, il faut lui apporter un certain projet. Ça veut dire que arriver dans un cabinet, on n'arrive pas comme si on remplissait un poste. Faut arriver, faut lui proposer en fait un certain projet, lui dire bah voilà, ok, on est capable de te former sur certains sujets que tu maîtrises pas. Par exemple, moi le contentieux commercial, c'est des choses que j'ai fait dans ma deuxième collab, mais que du coup j'ai envie de continuer à faire et en fait de continuer à apprendre pour en fait pouvoir être sûr de mes réflexes. Et ça, c'est quelque chose qu'on me propose et que j'aime beaucoup. Et du coup, je suis content parce que je vais pouvoir me former sur des sujets. Et après, je pense il y a un côté où il faut euh, on va dire, outre le monter en compétences, faire en sorte qu'il gagne en confiance. Et je sais moi j'ai beaucoup d'amis avocats qui par exemple développent pas leur clientèle, qui refusent des dossiers ou en fait ils reçoivent la balle et ils font une passe au lieu d'aller essayer de marquer quoi. C'est peut-être pas on va dire notre domaine de compétence en tant que tel ce dossier-là, mais en fait il y a des gens qui se forment sur leur temps libre pour essayer de prendre ces dossiers-là et en fait essayer après derrière si on fidélise une certaine clientèle ou qu'on arrive à cibler sa clientèle, réussir en fait après à, en tant que collaborateur, gagner une certaine valeur qui est outre la valeur personnelle, mais une valeur vraiment professionnelle dans le sens même comme une valorisation d'actif. Ouais. On devient un actif avec des biens à notre compte. C'est-à-dire que si demain, moi, dans 5 ans, 10 ans, je me retrouve avec une cinquantaine, une centaine de clients à mon actif, je sais qu'en fait, je serai une valeur à apporter à un cabinet. Bien sûr, ça construit sa carrière, etc. Et ça permet, au-delà d'une rétro fixe ou avec un bonus, de se dire, en fait, le cabinet est mon premier client, mais à côté de ça, j'en ai d'autres. Et c'est un complément, en fait, de revenus. La question qui vient souvent, et la peur des collaborateurs, c'est le moment où on se lance. Toi, tu as commencé à développer, du coup, cette clientèle à partir de quand? Aujourd'hui, tu le fais concrètement? Comment tu vas chercher des clients? Comment tu te poses la question d'aller en chercher demain? Alors, moi, mes premiers clients, c'était principalement du bouche à oreille. Donc voilà, Jimmy est devenu avocat. Super, très bien. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire ça. Ok, super, très bien, je vais lui donner un dossier. Ok. Et en fait, on arrive, on a 2 mois de barreau et on me dit bon, ok, faut que tu ailles devant la cour d'appel, que tu ailles plaider. Ok, let's go en fait. Let's go. On y va. Donc directement. Ouais, en fait, il faut pas se poser de questions, faut pas avoir peur. C'est-à-dire que si on a peur et qu'on le fait pas, on va regretter. Alors qu'en fait, si on se casse la gueule, on se casse la gueule. C'est comme ça, c'est le jeu. Et après, en fait, je pense que c'est important de gagner en fait en visibilité. C'est-à-dire de pas être seulement un pion sur l'échiquier, mais d'être une personne à part entière. Donc soit en postant un peu sur les réseaux sociaux, soit en adhérant à une association. Par exemple, quand on est jeunes avocats, il y a plein d'associations pour les jeunes avocats en fonction des matières. Par exemple, aller à des verres, des rencontres entre avocats. Et en fait, aussi, je pense que quand on est amené à sortir le soir en after work avec des amis ou avec des collègues, n'importe, et qu'on parle à des gens qu'on ne connaît pas, je pense que c'est à ce moment-là où il faut savoir plus ou moins se vendre. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, salut, je m'appelle machin, je fais ça, ok, super, je m'appelle Jimmy, je suis avocat. Ça, c'est mon domaine de spécialité. Ah, d'ailleurs, ça, c'est ton activité, ok, super, on va parler, on va discuter, et on va essayer de cibler plus ou moins, est-ce que je peux t'apporter quelque chose ou non? Ou, si je ne le fais pas de manière instantanée, en fait, tu le sauras dans ta tête et dans ton carnet d'adresse, parce que je rentrerai mon numéro dans ton téléphone, que je suis quelqu'un qu'il faut garder dans sa poche au cas où s'il y a un problème. Et par exemple, Tout le monde est un prospect et un client potentiel. c'est ça. C'est un truc tout bête, mais j'avais participé au salon de la franchise avec mon premier cabinet. Et il y a un jeune qui est venu me voir. Salut, voilà, j'ai une idée pour faire ça, j'ai envie de développer, etc. Et tout. Je dis, ok, bien. Moi, mon rôle, c'était un peu de rameuter les gens et de les faire venir pour qu'ils signent au cabinet. Il me dit, non, non, toi, t'as l'air sympa, t'as l'air bien, donne-moi ton numéro, on sait jamais. Bon, ok, je lui donne mon numéro, etc.
Tous les ans, on s'appelle, salut, truc, etc. Ok, pas de souci. 2 ans plus tard, il m'appelle. Ouais, en fait, je vais lancer mon activité. Vas-y, viens, tu veux m'aider? Ok, super, pas de souci. On vient, on discute. Structuration d'activité, dépôt de marque, structuration de réseau de distribution. Des choses que plus ou moins je sais faire et que j'ai envie un peu de capitaliser sur mes dossiers perso. Bah, en fait, sur une simple discussion de 10 secondes au début de ma carrière, s'en est mené 2 ans plus tard, peut-être un dossier qui me permettra de en fait, monter en compétence sur quelque chose, quoi. Ouais, donc penser court terme et long terme, se dire que voilà, chaque client va pas arriver jour 1, mais c'est vraiment tisser un peu sa toile autour de tout ça. C'est ça. Trop bien. Comment tu te projettes justement sur ton développement global, enfin pas clientèle perso, mais cabinet dans la profession. Est-ce que tu te projettes dans la profession? C'est quoi un petit peu les doutes que tu as ou à chaque fois je pose la question, je veux pas orienter à 10 ans parce qu'on sait pas où on est dans 10 ans, mais tu vois, comment tu te vois évoluer, en tout cas sur les mois et quelques années à venir? Alors, moi, j'ai pas mal considéré que l'avocature, enfin même le droit en général, ça pouvait être un socle comme une finalité. Ça veut dire que, en fait, moi, j'ai acquis certains réflexes à travers ma carrière qui me permettront plus tard, si demain, je vais devenir entrepreneur et j'ai une super idée et en fait je m'associe avec des gens et en fait d'avoir certains réflexes que j'ai acquis à travers mon passé d'avocat. Mais en même temps, si là je le considère comme étant une finalité comme maintenant, ça me permet là maintenant de me dire ok, j'ai envie de développer ma clientèle perso. J'ai envie d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. J'ai envie de structurer des activités. Et donc, en fait, je vais, comme ce qu'on a pu dire avant, je vais commencer à planter des graines et à voir un peu les choses germer. Si ça germe, tant mieux. Si ça germe pas, tant pis. T'en mettras d'autres. Exactement. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu réponds, je l'entends de plus en plus, mais aux associés qui trouvent que la nouvelle génération, je mets des guillemets, mais est une génération flemmarde, trop exigeante sur les critères, qui veut, on en parlait tout à l'heure, à toujours avoir un projet, et à côté de ça, pas travailleuse autant que l'ancienne génération. On l'entend souvent, peut-être que c'est des choses justement que tu as entendues au cours de tes différents entretiens. Comment tu te positionnes sur ça ? Enfin, si je dois m'adresser un peu à ma génération de collaborateurs, il faut pas rechigner à la tâche. Ça veut dire que si on se met en opposition avec l'associé en se disant ok, moi je veux plus bosser jusqu'à 1h du matin, je veux pas bosser jusqu'à 2h du matin, parce qu'en fait je veux bosser jusqu'à 19h, je veux bosser jusqu'à 18h, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, en fait il faut avoir une discussion, il faut rester un peu... il faut garder un peu une certaine cohérence, une certaine transparence. Ça veut dire que oui, il faut un certain équilibre, mais en même temps, il faut prouver aussi qu'on bosse, quoi, qu'on a envie, qu'on a la hargne et qu'on a envie d'aller chercher ce qu'on est venu chercher. Il faut savoir un petit peu s'ajuster entre les deux et dire peut-être dans un premier temps je rentre dans le jeu entre guillemets, enfin c'est pas le jeu mais je rentre dans ce qu'un associé attend et toujours intégrer un peu de la communication pour pas braquer cette relation-là et leur donner raison sur la génération un peu, entre guillemets, encore une fois, flemmarde qu'ils ont l'impression qu'il y a, quoi. C'est ça. Après, on peut aussi trouver des cabinets qui savent faire la part des choses et trouver un peu un certain équilibre entre vie pro, vie perso. Mais voilà, on est une profession libérale, on a parfois des urgences. Il faut en fait savoir les traiter, savoir répondre présent. Est-ce que tu as une question type justement, pas pour piéger les cabinets, mais juste pour se rendre compte en entretien de l'état d'esprit, ta question signature qui fonctionne et qui te donne vraiment une vue d'ensemble sur le cabinet? En fait, c'est un peu une question piège. J'aime bien demander c'est quoi la journée type d'un collaborateur. Et en fait, moi j'attends qu'on me dise il n'y a pas de journée type. C'est tout. Mais qu'on me dise, voilà, juste par contre, la journée d'un collaborateur, la plupart du temps, si c'est ça que vous cherchez, voilà, elle se termine vers telle heure, ça dépend en fait des dossiers, etc. Mais qu'il y ait un certain équilibre dans la réponse. Ok. Bon, ça t'a aidé sur tes recherches? Oui. Trop bien. Et écoute, je te souhaite de développer ta clientèle, de peut-être monter une boîte dans quelques années
et de te plaire dans ton cabinet dans lequel tu es. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Du tout. Moi, je te souhaite aussi que ton podcast reste aussi agréable à écouter, parce que j'ai pu en écouter quelques épisodes aussi avant. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est super sympa. Merci à toi. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!